Je m'appelle Nasreddin. Non, non, attends, j'ai une idée. Je m'appelle Nasreddin. Certains historiens pensent que j'ai vécu au XIIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. D'autres pensent que je n'ai jamais existé. Mais ils se trompent. Certains me prennent pour un fou et d'autres pour un sage. Peut-être ont-ils raison tous les deux. J'ai une répartie extraordinaire, de l'audace et de la malice. Mais attention, parfois je suis aussi extravagant et pas toujours logique. J'ai de nombreux défauts aussi. Je vole parfois, j'exagère souvent et je me moque fréquemment. J'ai eu de nombreux métiers. J'ai côtoyé des vizirs, des sultans et des rois. Et dans ma vie, il m'est arrivé des aventures extraordinaires, toutes plus folles les unes que les autres. Au cours des siècles, de nombreuses personnes les ont racontées. Et en ce mois de mars, Mathieu Ricard et Elios Kotsou ont décidé d'en partager 100. 100 dans ce livre. Et dans cette vidéo, Christian a décidé d'en partager 12. Ses 12 préférées, celles qui l'ont le plus inspiré, celles qui l'ont le plus fait rire. Afin que vous preniez autant de plaisir en l'écoutant que lui en les lisant. Mais avant que vous les entendiez, j'aimerais juste dire un petit mot à ceux qui doutent de mon existence. Je veux leur dire que j'ai la preuve que j'existe. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre salle de bain et de regarder dans le miroir. Et là, vous me verrez. Vous me verrez un petit peu en chacun de vous. Et là, c'est plus Nasreddin qui parle, c'est Christian, tout simplement pour dire que ce livre, j'ai adoré. Il est plein de ces petites histoires drôles, assez dérangeantes, parfois un peu perturbantes, et qui ont le mérite de nous faire réfléchir sur notre manière de voir les choses, de voir le monde, sur nos idées préconçues. Et c'est vraiment un grand plaisir que j'ai eu à les dévorer, et maintenant à vous partager mes préférés. J'en ai donc pris 12, celles qui m'ont le plus fait rire, celles qui m'ont le plus inspiré, le plus fait réfléchir, et j'ai décidé de vous les partager dans 4 catégories différentes. Et à la fin de la vidéo, j'ai pas résisté à l'envie de vous partager ma préférée, celle qui ne rentre dans aucune catégorie et celle qui m'a le plus fait rire. Alors maintenant, partons ensemble pour ce petit voyage à travers les siècles. Mange mon manteau, mange. Après une journée entière passée au champ, Nasreddin rentre chez lui, ses vêtements tout crottés. En chemin, il passe devant une grande maison d'où s'échappent des chants et des rires. Selon la coutume de l'époque, lorsqu'il y a une fête, toutes et tous peuvent se joindre à celle-ci. Nasreddin se dirige donc vers le portail, réjoui à l'idée de la bonne soirée qu'il pourra y passer. Mais à peine a-t-il franchi le seuil qu'il se fait chasser sans ménagement. « Va-t'en, misérable, on n'accueille pas les mendiants et les vagabonds ici !» Dépité, Nasreddin rentre chez lui, enfile ses plus beaux habits, met son manteau des grands jours et revient à la fête. « Entrez, Seigneur !» s'exclame-t-on chaleureusement en lui ouvrant grand la porte. On l'invite avec empressement à s'installer à une table d'honneur, juste à côté de l'hôte, avant de lui servir les mets les plus délicats. Nasreddin prend alors la nourriture à pleine main et la frotte contre son manteau. « Mange mon manteau, mange !» dit-il. On lui offre ensuite le plus extraordinaire des vins. Nasreddin le verse aussitôt sur son manteau. « Bois, mon manteau, bois !»« Mais que fais-tu, malheureux ? As-tu perdu la tête ?» lui demande son hôte, effaré par ce gâchis. « Non, l'ami, » lui répond Nasreddin. « En vérité, j'ai bien compris que c'est mon manteau qui est le bienvenu dans cette maison, et non moi. C'est donc lui qui doit être honoré du festin. » Le pourboire. Un jour, Nasreddin entre dans un caravansérail et commande un repas. Peu soigné comme à son habitude, il porte de vieux vêtements élimés et arbore une barbe hirsute. Les serveurs ne font guère attention à lui et le servent avec beaucoup de retard, non sans un certain mépris. À la fin du repas, Nasreddin laisse en guise de pourboire une pièce d'or, et s'en va sous le regard éberlué et quelque peu gêné des serveurs. La semaine suivante, Nasreddin retourne manger au caravansérail. Cette fois, tous les serveurs s'empressent autour de lui. C'est à qui le servira en premier, le plus vite possible. Ils lui proposent des mets délicieux, quelques petits suppléments, et attendent avec impatience le moment de l'addition et du pourboire. Quand tout est terminé, Nasreddin, qui a extrêmement bien mangé, pose sur la table, en plus du paiement du repas, une petite piécette de cuivre. Les serveurs le regardent, décontenancés et fort déçus. « Voilà, déclare-t-il, ce pourboire, c'était pour la dernière fois, et le pourboire précédent, c'était pour aujourd'hui. De qui suis-je le serviteur ?» Nasreddin va rendre visite au roi et lui apporte un grand panier de courgettes. Le roi aime beaucoup les courgettes, et comme elles sont bien préparées, il dit à Nasreddin « Rapporte-moi d'autres courgettes quand tu en as, j'adore cela. » Nasreddin s'exécute et prend l'habitude d'apporter des courgettes au roi. À chaque fois, il ne cesse de vanter les mérites de ce légume.
C'est bon pour la santé, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour les nerfs, c'est bon pour la force, c'est bon pour garder la jeunesse. Mais, après quelque temps, le roi lui dit « C'est fini, je suis dégoûté, je ne veux plus de courgettes. » « Ah oui, vous avez raison, finalement, les courgettes, c'est insipide, ce n'est que de l'eau avec un peu de matière. C'est banal, on ne peut pas dire que ça serve à quoi que ce soit. » « Dis donc, Nasreddin, on peut dire que tu as changé d'avis. Avant, tu ne cessais de vanter les mérites des courgettes, et maintenant, tu dis que ça ne vaut rien. Mais Seigneur, je suis le serviteur du roi, pas des courgettes. » Voyons-nous de la même manière un SDF et un PDG. 3 lettres pour les désigner, 2 bras, 2 jambes, une tête et un cœur dans les 2 cas, mais les traitons-nous de la même manière? Leur accordons-nous la même importance? L'un nous semble souvent digne de respect et l'autre digne de pitié. Et pourtant, tous les deux sont humains. Mathieu Ricard nous rappelle souvent de considérer tous les êtres comme animés par une même volonté, celle d'échapper à la souffrance et d'atteindre le bonheur. Et que chacun est doté du potentiel pour atteindre ce but. Pour autant, dans notre quotidien, même si on est d'accord en théorie, arrive-t-on à voir au-delà des différences, des divergences d'opinion, des attachements, pour considérer tous les êtres de la même manière? Alors je ne sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas. En même temps, est-ce qu'il serait vraiment crédible de penser être arrivé au bout du chemin, alors que comme moi, on n'a fait que quelques pas? Mais au fond, est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas, parce que l'essentiel, c'est d'avancer sur ce chemin. Et comme je dis souvent, l'important c'est pas la destination, c'est la route qui y mène. Un morceau de halva. Un jour, Nasreddin et l'un de ses amis s'arrêtent dans un caravansérail et commandent un thé accompagné d'un gros morceau de halva. Au moment de partager le gâteau, un coup de cuillère malheureux divise le morceau en 2 parts inégales. Sans la moindre hésitation, Nasreddin s'empare de la plus grosse part et commence à la déguster. Son ami, un peu surpris par cette indélicatesse, ne peut s'empêcher de commenter la scène. « Tout de même, Nasreddin, c'est un peu égoïste. »« Mais qu'aurais-tu fait à ma place ? » ?»« Moi, je t'aurais donné le plus gros bout. »« Tu vois, c'est parfait, puisque c'est bien cela qui est arrivé. » Les sacs de grains. Chaque année, après les récoltes, tous les villageois se retrouvent près du moulin du village. Il y a une grande meule, et tout le monde vient avec ses sacs de grains. Chacun à son tour prend une mesure de grains, la fait passer dans la meule, recueille la farine et en remplit un autre sac. Mais Nasreddin ne cesse de puiser dans le sac de son voisin immédiat. Son manège finit par être repéré, et le voisin s'insurge. « Nasreddin, arrête donc de prendre le grain dans mes sacs !»« Oh, pardon, tu sais, je suis un peu idiot. » Le voisin opine de la tête, mais reste sur ses positions. « Oui, mais même si tu es idiot, pourquoi tu n'en prends pas de ton propre sac ?»« Je suis idiot, admet Nasreddin, mais pas à ce point-là. » Dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer, dit Alexandre Jolienne. Et nous, est-ce qu'on est souvent enfermé dans cette bulle? Est-ce que parfois on arrive à en sortir? Quand j'étais enfant, je me cachais sous les draps et je me sentais protégé de tout ce qui pourrait m'arriver. Le sentiment de protection était bien réel, mais pourtant la protection n'était qu'une illusion. Et c'est pareil pour la bulle de l'ego. À l'intérieur, on se sent protégé, on se sent vraiment quelqu'un, mais ce n'est qu'une illusion. Alors parfois, est-ce qu'on ne tenterait pas de casser cette bulle et de ne pas trop se prendre au sérieux? Nasreddin, son neveu, est l'âne. Adolescent mal dans sa peau, le neveu de Nasreddin refuse depuis quelque temps de sortir de chez lui. Nasreddin parvient à le convaincre de l'accompagner pour une et une seule promenade. Comme à son habitude, Nasreddin se réserve la place d'honneur et s'assied sur l'âne mené par le jeune garçon, qui marche juste à côté. Il traverse un premier village où il croise quelques personnes qui disent « Bon, vous avez vu, ce gros plein de soupe est assis sur un âne alors que ce tout jeune enfant doit marcher à côté. Quelle indécence! Est-ce ainsi qu'on traite les enfants ?» Nasreddin, quelque peu contrit, descend à contre-cœur, installe l'enfant sur l'âne et continue son chemin. Un peu plus loin, il traverse un autre hameau. Il tombe sur quelques villageois qui s'exclament, indignés, « Ce jeune enfant devrait avoir honte. Regardez ce vieillard qui peine à marcher à ses côtés, alors que lui, tout jeune, se pavane sur cet âne. Il n'y a plus aucun respect pour l'âge aujourd'hui. » L'adolescent descend, confus, et ils se retrouvent donc tous deux à marcher à côté de l'âne. Au bourg suivant, un homme les aperçoit et s'écrie « Mais ils sont complètement idiots, ces deux-là. Ils ont un âne et personne ne le monte. » Après quelques instants de réflexion, Nasreddin et son neveu pensent avoir trouvé une solution. « On va monter sur l'âne tous les deux. » Ils passent devant un groupe de paysans scandalisés.
Quelle cruauté envers les animaux, à deux sur ce pauvre animal. Il ne nous reste plus qu'une option, dit Nasreddin à son neveu. Portons l'âne. Un peu plus loin, les villageois sortent sur le pas de la porte en s'exclaffant. Mais venez voir, il y a deux timbrés qui portent un âne. On raconte qu'après cette mémorable promenade, le neveu recommença à sortir de chez lui. Les présentations. Voici venu le jour où Nasreddin a coutume d'aller rendre visite à tous les notables du village. Alors qu'il s'apprête à partir, un marchand qu'il connaît vaguement et qui désire étendre ses affaires dans le village de Nasreddin frappe à sa porte et lui demande de l'accompagner. « Malheureusement, je n'ai rien de présentable à me mettre, se plaint-il auprès de Nasreddin, qui lui prête alors son plus beau cafetan. Il commence leur tournée en visitant le cadi. « Ô grand cadi, dit Nasreddin, permets-moi de te présenter ce commerçant d'une probité remarquable, qui vient apporter ses talents et ses bienfaits à notre ville. Quant au cafetan qu'il porte, c'est le mien. » « Quelle étrange manière de parler de moi, proteste le marchand furieux. Tu dis que ce vêtement est le tien, le cadi va penser que je ne suis qu'un vulgaire colporteur qui n'a pas les moyens de bien s'habiller et qui veut se donner de l'importance. Je te prie de m'excuser, dit Nasreddin. Crois-moi, je n'ai pas voulu te nuire. Viens, je vais te présenter à l'imam, un autre personnage important de la ville. Ils s'en vont alors trouver l'imam. Ô vénéré imam, dit Nasreddin, laisse-moi te présenter un vrai croyant qui pratique le commerce dans la plus honnête des manières. Quant à l'habit qu'il porte, c'est le sien. Mais comment peux-tu parler de moi ainsi, s'emporte le marchand? Tu le fais vraiment exprès. L'imam va penser que je ne suis qu'un vaniteux qui veut se faire remarquer pour ses habits. Nasreddin s'excuse à nouveau et jure au marchand qu'il ne parlera plus de ses habits. La fin de leur tournée les amène chez le gouverneur. Ô puissant gouverneur, je te présente ce commerçant des plus talentueux et des plus respectables, dit Nasreddin. Et pour ce qui est de son habit, je n'en dirai pas un mot. Personne ne sait vraiment. Un jour, Nasreddin entre dans un caravansérail et se dirige droit vers le tenancier. « M'avez-vous vu entrer » lui demande-t-il. Le tenancier acquiesce. « Mais vous me connaissez ?»« Non » répond le tenancier, un peu interloqué. « Alors, comment savez-vous que c'est moi ?»« Tu as aussi changé de nom ?» Un jour, Nasreddin rencontre un homme sur la place du marché. « Comment ça va, Mustapha ? Dis donc, tu as drôlement changé. Tu étais petit, tu as drôlement grandi. » Mais, objecte l'homme, et en plus tu avais les cheveux noirs, et tu es châtain maintenant. Et puis, tu as pris du poids, et la couleur de tes yeux a changé. Ah vraiment, Mustapha, j'ai failli ne pas te reconnaître. Mais enfin, je ne m'appelle pas Mustapha, proteste l'homme. Ah, tu as aussi changé de nom, s'exclame Nasreddin. On accorde de l'importance à notre image, et les réseaux sociaux y contribuent beaucoup. Donner la meilleure image de soi, ça devient la norme. Mais est-ce que pour autant c'est vraiment un problème? Lorsque ça nous pousse à prendre soin de nous, à nous dépasser, à nous sublimer, ça me semble un moteur vraiment puissant. Mais lorsque ça nous pousse à jouer un personnage, à ne pas être pleinement nous-mêmes, à se mentir aux autres et à soi-même, là ça me semble vraiment destructeur. Alors est-ce qu'on pourrait dire que le regard des autres c'est comme le vin, à consommer avec modération? L'usurier. Un jour, l'usurier du village tombe à l'eau. Tout le monde se précipite à son secours car, ne sachant pas nager, celui-ci se débat désespérément dans le courant. Quelqu'un lui crie « Donne-moi la main, donne-moi la main !» Mais malgré les encouragements, comme s'il était soudain frappé de surdité, l'usurier ne fait rien. « Mais vous ne savez pas lui parler, intervient Nasreddin. C'est un usurier, il faut lui dire « Prends ma main, prends ma main !» À ces mots, l'usurier réagit aussitôt, agrippant avec empressement la main tendue pour sortir de l'eau. Je ne vois pas 10 ânes, mais 11. Nasreddin décide un jour de devenir commerçant. Il part au marché de la ville où il achète 10 ânes. Sur le chemin du retour, alors qu'il est en pleine campagne, il commence à s'inquiéter. Il y a beaucoup de voleurs dans cette région. Il vaut mieux que je vérifie si on ne m'a pas déjà volé. Et, joignant le geste à la réflexion, il se retourne pour compter ses ânes et n'en trouve que 9. « Malheur !» s'écrie-t-il. « On m'a volé un âne !» Sautant à terre, il court vers les collines à la poursuite des voleurs. Il cherche longtemps, mais ne trouve personne. Alors il revient auprès de ses ânes. Et là, quelle n'est pas sa surprise de voir ces 10 ânes qui l'attendent paisiblement. « Ha ha ! Les voleurs ont eu peur de moi, et ils ont sûrement préféré me rendre l'âne qu'ils m'avaient volé, » se réjouit-il. Fier et rassuré, Nasreddin enfourche son âne et reprend son chemin, suivi par les 9 autres. 300 mètres plus loin, il se dit « Et si les voleurs étaient revenus, profitant de ma grande confiance ?»
Il se retourne et compte à nouveau ses ânes. « Malheur !» s'excrie-t-il, « ils ont recommencé, mais je les rattraperai. » Et, sautant à terre, il se met à courir dans tous les sens sans trouver la moindre trace des voleurs. « Cette fois-ci, ils m'ont eu !» se lamente-t-il en revenant sur ses pas. Sa surprise est grande en s'approchant de ses ânes, ils sont 10, à nouveau. « Les voleurs ont eu peur de moi encore une fois !» se félicite-t-il. Fort de cette expérience, Nasreddin réfléchit longuement et conclut. « C'est simple, chaque fois que je suis sur le dos d'un âne, les voleurs en profitent pour m'en subtiliser un autre. Il vaut donc mieux que je continue à pied pour les tenir en échec. » Et c'est ainsi qu'il arrive chez lui, épuisé, mais fier d'avoir déjoué le plan des voleurs. Il raconte l'aventure à sa femme, qui constate en poussant un grand soupir « Je ne vois pas 10 ânes, mais 11. » La justice sociale. Un jour, la femme de Nasreddin lui dit « En ce moment, c'est la famine, et pourtant tout le monde ne s'en sort pas de la même manière. Dans ce village, il y a des gens qui sont indécemment riches, et d'autres qui sont vraiment pauvres, et n'ont rien à manger. Cela fait trop longtemps que ça dure, et ce n'est pas juste. Tu devrais aller sur la place du marché et, comme tu es un bon orateur, tu pourras convaincre les riches de partager leurs richesses avec les pauvres. » Nasreddin, encouragé par son épouse et plein d'entrain à l'idée de défendre une si noble cause, part au marché avec la ferme intention de haranguer la foule et de rallier tout le monde à sa vision des choses. Quelques heures plus tard, il revient à la maison, l'air épuisé mais satisfait. « Ma tendre épouse, rendons grâce au Très-Haut. »« Ah, Nasreddin, tu as donc réussi à les convaincre » lui demande-t-elle. « Ce n'était pas une mission facile, comme tu peux l'imaginer, mais j'ai réussi à moitié. »« Comment ça, à moitié ?»« Bah oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres. » On se crée une vision du monde, avec nos préjugés, notre histoire, nos croyances. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tel événement arrive? On a besoin de se créer des histoires pour avoir des réponses. Pour trouver une suite logique à qui on est et à tout ce qui nous arrive, on a besoin de ces histoires. On a besoin de ces histoires pour expliquer le réel. Et l'historien Yuval Noah Harari, qui est connu maintenant dans le monde entier pour son livre Sapiens, nous a montré que c'est justement notre capacité à créer des histoires, à créer des fictions, qui a fait que notre espèce, Sapiens, a dominé le monde. Parce que ça lui a permis de coopérer avec un très grand nombre d'individus et de manière très flexible. Mais comme toujours, il y a un revers de la médaille. Et parfois, toutes ces fictions agissent comme un filtre qui déforme complètement le réel. Et quelquefois, arrive-t-on à ne mettre aucun filtre, à voir les événements, le monde, les autres et nous-mêmes au naturel, tels que nous sommes vraiment? Et maintenant, comme promis au début de la vidéo, ma préférée des préférées, celle qui m'a le plus fait rire. Un fameux sermon. Les villageois sollicitent Nasreddin pour qu'il leur dispense ses enseignements. Après de nombreuses requêtes, il finit par y consentir. Un soir, il s'assoit donc sur un trône de fortune face à l'assemblée des villageois et de leurs voisins venus des habitations alentours. « Que ceux qui savent ce que je vais dire lèvent la main », leur demande-t-il. Silence. Personne ne lève la main. Nasreddin fronce les sourcils et déclare en se levant « Je ne parlerai pas devant un parterre d'ignorants. »« Nasreddin, s'il te plaît, aie pitié de nous, reste, éclaire-nous de tes enseignements » implorent les chefs du village. « Bon, je veux bien revenir demain, convient-il. » Puis il s'en va, sans autre explication. Le lendemain, Nasreddin s'assied à nouveau sur le petit trône et pose la même question à toute l'assemblée. « Que ceux qui savent ce que je vais dire lèvent la main. » Fort de l'expérience de la veille, tout le monde lève la main. « Si vous savez ce que je vais dire, ce n'est pas la peine que je parle, » rétorque Nasreddin en se levant pour partir. Un sentiment de consternation envahit l'assemblée. Les chefs de village l'interpellent. « Mais enfin, Nasreddin, sois bon, éclaire-nous de ta sagesse. » Nasreddin accepte, une fois de plus. Le lendemain, il s'assied à nouveau sur le trône et demande, en balayant l'assistance du regard, « Qui d'entre vous sait ce que je vais enseigner ?» Quelque peu indécise, la moitié de l'assemblée lève la main, l'autre se tient coite. Nasreddin les dévisage alors un à un et déclare soudain, en guise de conclusion, « Eh bien, que ceux qui savent enseignent à ceux qui ne savent pas. »